Bienvenue sur le MOOC digital de l'école EPSA, ville de Paris. Nous sommes aujourd'hui donc à l'EPSA, à Ivry-sur-Seine. On va discuter avec John Karp, que j'ai découvert récemment sur Internet, puis en Clubhouse, puisque tu animes un Clubhouse, tu nous parleras de tout ça. Et notamment co-auteur avec Rémi Peretz, que j'ai découvert aussi il y a quelques mois. Tout ça, ça a un petit peu émergé aussi avec le confinement, d'une publication qui s'appelle NFT Révolution, que je conseille. Et on va parler donc de crypto art et de NFT, d'une tendance et d'un service. Je ne sais pas, tu vas nous dire comment tu nommes les NFT, mais évidemment, on est obligé un petit peu de parler de blockchain et de crypto-monnaie. Alors, blockchain, chaîne de blocs, ça ne nous dit pas grand-chose. On va dire que c'est peut-être une base de données avec des spécificités, lesquelles? Alors, en effet, la blockchain, c'est quelque chose d'assez récent finalement. La première blockchain qu'on a connue, c'est le Bitcoin. Elle a émergé il y a 12 ans maintenant. On va essayer de faire très simple, parce que même moi, j'y comprends pas tout. Bien sûr. Pour faire simple, la blockchain, ça repose sur de la cryptographie. Donc la cryptographie, en effet, peut-être certains ont vu le film sur Alan Turing, justement. Imitation Game. Imitation Game, qui justement, pendant la Seconde Guerre mondiale, a commencé à inventer des procédés qui permettaient de crypter les messages. Et donc c'était une technique mathématique, tout simplement, qui permet d'avoir un grand nombre de chaînes de caractères, et il faut en fait une clé, donc ça veut dire la combinaison, le code secret, pour pouvoir déchiffrer le message. Donc ça, c'est un procédé qui a évolué dans la sécurité informatique pendant les 50 dernières années, maintenant les 70 dernières années même, et qui permettait en effet de sécuriser des discussions, et puis dans le domaine bancaire, de sécuriser des transactions. Quand vous faites un achat avec votre carte bancaire, il y a toujours une sécurisation qui est faite via de la cryptographie, qui est gérée justement aujourd'hui par Visa ou par Mastercard, du coup qui vont assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui va s'insérer au moment où vous faites le paiement de moi au restaurant ou au magasin, et que le paiement ne va pas être détourné par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un procédé qui est assez répandu. Seulement, il y a eu une innovation qui est apparue en fait sur des forums de cryptographes il y a 12 ans, avec un personnage un peu énigmatique qui s'appelait Satoshi Nakamoto. Donc Satoshi Nakamoto, et qui arrivait avec ce qu'on appelle un white paper, un livre blanc, avec un procédé cryptographique complètement nouveau. Et ce procédé cryptographique, qu'on appelle donc qui était la blockchain, et donc le premier usage qu'on appelait le Bitcoin, en fait, avait une logique qu'on appelle de blocs. Alors, je ne vais pas rentrer dans le système, mais pour faire simple, l'intérêt de ce système, c'est qu'au lieu d'avoir un système de stockage dit centralisé, ça veut dire que justement, c'est Visa ou c'est Mastercard qui est garant et qui a la clé de cryptage et de décryptage, le système était dit décentralisé. Ça veut dire qu'il repose sur un grand nombre d'ordinateurs qui peuvent, du coup, qui garantissent ensemble et qui peuvent se substituer les uns aux autres pour garantir justement l'intégrité d'une transaction. Et grâce à ce système, donc en gros, pour faire simple, c'est de la sécurité, mais derrière, qu'est-ce que c'est? C'est de la confiance. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ça a donné l'émergence, donc il y a eu différentes étapes qui sont sorties, mais ça a donné l'émergence des crypto-monnaies, et notamment de la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin. Et le Bitcoin, mis à part le cours du Bitcoin que tout le monde voit descendre et surtout monter, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Pourquoi le Bitcoin est-il si populaire? Ce n'est pas juste de la spéculation, c'est de la confiance. Et c'est quel type de confiance? C'est dans un grand nombre de pays, justement, nous on a de la chance, c'est vrai, en Occident, parce qu'on a des systèmes, on va dire, où on est plutôt, les banques sont plutôt fiables. On va commencer comme ça, les banques sont plutôt fiables dans nos pays. Mais dans certains pays, je ne sais pas, d'Amérique du Sud ou d'Asie, finalement, votre argent qui est en banque, il y a un changement politique, une banqueroute, des problèmes peuvent à un moment faire en sorte que vous n'avez plus accès à votre argent, ou que pour une raison X, eh bien, il y a un changement de monnaie qui va faire qu'on enlève un zéro sur votre compte. C'est déjà arrivé dans certains pays. Et donc, on se rend compte que avoir finalement des données qui sont sur une base de données dite centralisée, ça veut dire la banque, ça peut présenter des risques pour certaines personnes. Donc, pour faire très, très simple, alors au-delà de la sécurité, en fait, la blockchain, qu'est-ce que c'est?
aujourd'hui, une blockchain, c'est un registre décentralisé. On va dire, moi j'aime bien utiliser l'image du grand notaire de l'Internet. Qu'est-ce que ça veut dire le grand notaire de l'Internet? Ça veut dire que c'est comme si vous aviez un livre et qu'à chaque fois que vous achetez ou que vous vendez un bitcoin, il y a un petit notaire qui apparaît et qui écrit John, alors c'est pas John, on verra que c'est en fait mon numéro d'identifiant, on va revenir là-dessus, mais on va dire John pour l'instant, sauf que c'est anonyme, a acheté 0,1 bitcoin tel jour à telle heure auprès de telle autre personne. Et ce registre, grâce à ce procédé cryptographique, il est réputé 100% fiable, infalsifiable, complètement traçable. Et le système est tellement puissant qu'il n'a jamais été piraté jusqu'à présent. Ça veut dire qu'en fait, pour pirater ce registre, pour pouvoir s'insérer dans ce registre et changer une virgule, il faudrait une capacité informatique qui est quasiment impossible à obtenir. Et donc, ça n'a jamais été piraté jusqu'à aujourd'hui. C'est un des rares systèmes qui n'a jamais été piraté grâce à ce procédé. Donc, du coup, vous avez une confiance qui s'est créée sur ce système. Et une confiance qui repose uniquement sur l'algorithme. Jusqu'à présent, dans le monde, on va dire, depuis 2000 ans, la confiance repose toujours sur des tiers de confiance. Repose sur l'État qui garantit justement qui va régir des règles entre citoyens. Repose sur une banque qui a un tiers de confiance qui me garantit que mon argent est en sécurité. Repose sur un notaire qui me garantit que la transaction a bien eu lieu ou que je suis bien propriétaire. Et là, pour la première fois, on a une confiance qui se crée sans tiers, directement, du coup, via l'algorithme et directement, du coup, entre deux personnes. Et donc, c'est un changement fondamental de paradigme qui fait que, justement, certaines personnes, alors ça a commencé, en effet, beaucoup dans des pays qui étaient faiblement bancarisés, qui avaient des confiances faibles dans la banque, et qui se sont dit, en fait, mon argent, j'ai beaucoup plus de chances d'en être vraiment propriétaire s'il est dans la blockchain, et donc si je possède des bitcoins. Donc ça, c'était le point de départ. Alors, il y a différents types de blockchain, et comme tu le dis, on en parlera plus tard avec les NFT, notamment dans l'art, mais aujourd'hui, ça peut servir sur des questions notariales, sur des questions, par exemple, entre certains pays de partage de frontières, avec justement la multitude. Ça peut servir à énormément de choses. Évidemment, la banque s'y intéresse, mais il y a aussi, on l'évoquera peut-être, ce qu'on appelle les smart contracts dans l'entreprise. Enfin, la blockchain, en fait, elle est en train de se faire une place assez importante avec cette idée de décentraliser, cette idée aussi de au-dessus des États. Alors, pour le meilleur et pour le pire, on l'évoquera. Il y a différents types de blocs, il y a différentes blockchains avec différents protocoles, avec différentes preuves ou de consensus. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a les fameuses proof of work, of stake, of capacity, je crois qu'il y a aussi history. Donc, il y a différentes blockchains avec différents types de chiffrement qui font que, on y reviendra, elles consomment plus ou moins. Alors, c'est quoi ces différents types of work, of stake, of capacité? Alors, pour les blockchains dites historiques, alors on va rentrer dedans parce qu'on a parlé de Bitcoin, on va beaucoup parler déjà d'Ethereum qui est apparu en 2015 parce qu'il faut comprendre que c'est la blockchain numéro 1. Enfin, en fait, tout ce qu'on a rêvé en fait, dans l'univers de la blockchain a commencé à se réaliser et se réalise aujourd'hui grâce à Ethereum. Oui, Ethereum, c'est un jeune russe, c'est Vitalik Buterin qui a monté ce nouveau protocole. Alors en effet, la première blockchain, on la connaît grâce au Bitcoin. Cette espèce de protocole Ethereum, lui, il est, semble-t-il, beaucoup plus largement utilisé. C'est le plus utilisé dans le monde de l'art, mais c'est le plus utilisé dans quantité de domaines. Donc l'Ethereum, qui est apparu en 2015, donc c'était Vitalik Buterin, quelqu'un qui était très jeune, qui est apparu avec ce nouveau protocole qui voulait exactement faire ce qu'il n'arrivait pas à faire sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin était déjà assez lourd à manipuler. Et en fait, l'Ethereum apparaît avec une grande nouveauté, c'est ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Qu'est-ce que c'est en fait un smart contract? C'est exactement cette logique qu'un algorithme qui va permettre en fait de s'auto-exécuter quand l'intégralité des conditions qui sont prédéfinies sont réalisées. Alors derrière ce jargon, en fait, c'est quelque chose d'assez simple.
C'est en fait, on appelle ça un contrat, pourquoi? Ça veut dire que dans le monde réel, qu'est-ce qu'on va dire dans le monde réel? On va dire, je te vends un appartement, si tu as mis la caution qui représente 5% 60 jours avant, puis que tu as fait ci, puis que tu as le crédit validé, et puis, à ce moment-là, tu seras propriétaire de l'appartement. Dans les faits, le contrat ne s'exécute pas automatiquement. À chacune des étapes, si je ne réalise pas le virement initial que je dois faire auprès du notaire ou que je n'ai pas le crédit, ça ne va pas se faire automatiquement. Il va souvent y avoir derrière des petites embrouilles, des procédures, des avocats potentiellement, des gens qui se relancent. Le droit n'est pas auto-exécutable. Et là, ce qu'amène l'informatique, c'est une sorte de contrat qui est auto-exécutable. Ça veut dire que, par exemple, aujourd'hui, on voit, par exemple, dans le monde de la finance qui a explosé grâce à Ethereum, il y a la finance dite décentralisée, ce qu'on appelle la DeFi, par exemple, des systèmes de crédit qui reposent uniquement sur le smart contract. Et donc, je vais pouvoir faire un crédit en mettant justement en gage dans le crédit peut-être un peu d'argent ou peut-être un NFT, justement, on va en revenir, un autre type de bien numérique. Et en échange, du coup, je vais recevoir de l'argent. Et si je ne rembourse pas mon crédit, automatiquement, mes biens vont être absorbés par le contrat. Donc, il y a des conditions qui sont auto-exécutables. De la même manière, donc, ce système en fait, de contrat permet en fait, de créer de la confiance et de faire des transactions entre particuliers. Et ça a permis en effet, avant même les NFT, de développer tout le système de la finance, en fait, de banque, auquel on peut prêter de l'argent ou auquel on peut emprunter de l'argent, mais sans passer par ce tiers de confiance qu'est la banque, en passant directement entre particuliers. Alors des particuliers qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, souvent c'est des anonymes à l'autre bout de la chaîne, mais j'ai emprunté à une personne ou j'ai prêté à une personne et je sais que le contrat va garantir que les conditions sont vraiment respectées, que les échéances sont vraiment respectées. Et donc c'est un peu un changement fondamental dans le paradigme parce qu'on pourra imaginer demain des contrats assez complexes qui peuvent impliquer une multitude de personnes et avec la garantie que chacun va être rémunéré. Je vais tout de suite rentrer un peu dans le domaine de l'art, même juste pour illustrer un petit peu, on va y revenir, mais malgré tout, je pense que c'est intéressant. Dans le monde de l'art, il y a quelque chose qui est assez complexe, c'est le droit de suite. Ça veut dire que je suis un artiste, j'ai vendu une œuvre sur le marché primaire, mon œuvre, ensuite, elle a une vie pendant les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Les personnes vont elles-mêmes se vendre cette œuvre sur le marché secondaire. Normalement, en tant qu'artiste, quand j'ai créé l'œuvre, ma galerie m'a garanti que je pouvais récupérer un droit de suite, ça veut dire un pourcentage des royalties sur les ventes qui auraient lieu, un petit pourcentage, 4%, 5% par exemple, voire 10% sur ces œuvres-là. Dans les faits, pour pouvoir traquer que 2 personnes à l'autre bout du monde se sont achetées une œuvre, c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dessus, il y a des galeries qui courent après les droits de suite, mais avant de retrouver l'argent, puis en plus, une fois que j'ai acheté mon œuvre, et une fois que j'ai reçu l'argent, le temps qu'il me retrouve quelques mois après, l'argent, il est déjà... C'est plus compliqué. Là, dans la blockchain, automatiquement dans le contrat, eh bien, en tant qu'artiste, j'ai la garantie qu'à chaque fois que mon œuvre est revendue sur le second marché, l'argent va être directement divisé entre, évidemment, le collectionneur qui va vendre l'œuvre et moi-même, potentiellement, qui vais toucher mes 5-10% en tant qu'artiste. Et potentiellement, il peut y avoir des contrats encore plus complexes qui sont en train de se développer, où on va pouvoir dire, par exemple, le premier collectionneur qui a donné en plus un peu de valeur à la collection, parce que les collectionneurs font aussi les artistes, et bien, le premier collectionneur de l'œuvre va peut-être avoir une partie des royalties sur la suite de l'œuvre. Et donc, on va avoir des contrats de plus en plus complexes qui vont pouvoir se développer dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, où la musique, on sait qu'il y a une multitude de contributeurs potentiellement sur un morceau, sans parler des mix et des remixes de remix. Eh bien, là aussi, on va pouvoir avoir des contrats complexes qui vont garantir que chacun est rétribué à sa juste valeur dans justement cette chaîne.